Alors je reprends depuis le début. Je remercie beaucoup François Varel d'avoir improvisé cette séance il y a 3 semaines dans des conditions un peu difficiles pour lui, comme il va vous l'expliquer. Et je remercie également beaucoup les jeunes œnologues qui ont accepté de se libérer pour intervenir aujourd'hui. Je précise à nouveau, comme à chaque séance, que les intervenants éventuels pour les personnes qui assistent à la visioconférence qui souhaitent poser des questions se présentent en indiquant leur lieu d'exercice. Je passe maintenant la parole à Hubert Johannet, notre secrétaire général, qui a quelques informations à vous donner. Merci, Monsieur le Président. Donc, 3 informations à vous délivrer. D'une part, la diffusion par l'Académie de chirurgie d'une préconisation. Vous savez que l'Académie fait régulièrement des préconisations. La dernière était consacrée à ce qu'on appelle la live surgery, où il y avait quelques déviances. La préconisation actuelle concerne les appendicites. C'est un texte court que nous allons diffuser sur les réseaux sociaux, dans la presse, qui s'intitule « Alerte sur l'appendicite, 2 points ». Premièrement, on meurt encore de l'appendicite en France. Deuxièmement, l'avis du chirurgien est nécessaire pour valider les options thérapeutiques, médicales ou chirurgicales. L'Académie nationale de chirurgie prend acte de la diminution du nombre d'appendicectomies, des progrès de l'imagerie permettant un diagnostic plus précis, des travaux scientifiques documentés faisant apparaître la possibilité de protocoles antibiotiques pour traiter certaines appendicites documentées dans des indications précises. Toutefois, l'Académie nationale de chirurgie tient à rappeler que l'avis du chirurgien reste nécessaire pour valider le diagnostic et la décision thérapeutique, car l'appendicite est une maladie potentiellement grave, restant toujours responsable d'une mortalité chez les enfants et les adultes. L'appendicite est une urgence dont l'expression clinique peut être trompeuse. L'atermoiement a conduit à plusieurs décès en France ces dernières années. Préconisation. En conséquence, l'Académie nationale de chirurgie recommande que toute suspicion d'appendicite soit examinée par un chirurgien viscéral et digestif ou un chirurgien pédiatrique. Confirme que l'appendicectomie reste le seul traitement curatif validé de l'appendicite. Voilà, nous allons donc diffuser ce texte, car nous avons eu plusieurs retours d'accidents graves, voire mortels, d'appendicite en France, encore cette année. La deuxième information, c'est nous allons vous passer une bande-annonce d'un événement qui s'est passé à l'initiative des Français sur l'intérêt de la chirurgie holographique avec la vision augmentée. C'est une bande-annonce de 1 minute 10. Je vous en prie, allez-y. Alors, ce qui nous a paru intéressant dans cette manifestation qui est intervenue la semaine dernière, ça n'est pas tant les moyens techniques pour diffuser l'information, c'est surtout l'initiative de Thomas Grégory, chirurgien orthopédiste à Bobigny, qui met en exergue l'intérêt de la vision augmentée pour développer à la fois la pratique de la chirurgie, mais également son enseignement. Enfin, troisième information, vous savez que l'Académie
fait, on pourrait dire, pas la publicité, mais l'information des livres écrits par les académiciens. Donc, on vous présente aujourd'hui le livre écrit par le président. Ce n'est pas tous les jours qu'on présente un livre écrit par le président de l'Académie, qui s'appelle « Vaincre l'obésité », qui n'est pas récent, mais qui reste tout à fait actuel. Et vous pourrez voir les éléments dans la page d'accueil du site. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à notre secrétaire annuel, Jean-Louis Béraud, pour présenter le compte-rendu de la séance précédente. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, mes chers collègues, la séance du 10 février était consacrée à l'endoscopie interventionnelle digestive. Le modérateur était Marc Bartet de Marseille. Stéphane Berda, qui est chirurgien, a commencé par la collaboration médico-chirurgicale maintenant et dans l'avenir. La collaboration initiale entre chirurgien digestif et endoscopiste ne s'est pas toujours instituée dans un climat idéal, chaque partie ayant eu tendance à être critique vis-à-vis du travail de l'autre dans le passé et à vouloir parfois préempter des actes, notamment lors de l'avènement de la célioscopie. Pourtant, cette collaboration est nécessaire pour le patient à plusieurs niveaux, que ce soit dans les démarches diagnostiques, dans la co-réalisation d'actes thérapeutiques, pour la gestion des complications émanant de l'un et de l'autre, ou pour les projets de recherche. Elle doit se construire sous différents angles, au cours de la formation initiale, cours commun aux spécialités, dans les organisations, staff commun, être prise en compte dans les projets de restructuration hospitalière, ainsi que dans les perspectives hospitalo-universitaires. Dans les questions, Richard Villet fait un commentaire. Cette problématique concerne aussi d'autres spécialités. Il n'y a guère que les urologues qui ont conservé l'intégralité de leurs gestes. Au-delà des restructurations spatiales pour créer des unités médico-chirurgicales, il faut aussi prendre en compte l'organisation temporelle. François Richard, un commentaire. Il faut aussi souligner la problématique des cotations HAS et de la distinction faite entre les différents actes. Les CNU devraient être obligés à des stages croisés. Hubert Joannet, n'y a-t-il pas quand même un problème d'offre de soins? Certaines procédures qui peuvent être plus bénéfiques pour les patients ne restent encore réalisées que dans certains centres. Réponse, tout à fait. Il y a tout d'abord la capacité à assumer en termes de nombre d'endoscopistes et d'anesthésistes disponibles, mais aussi une problématique qui est que ce ne sont pas tous les gastro-entérologues qui s'intéressent à cette pratique. Commentaire de Marc Bartet, c'est une discipline encore naissante, pourtant elle devient la première productrice d'articles, c'est en développement de nouvelles procédures et en allant de l'avant que cette collaboration évoluera dans le bon sens. Ensuite, Geoffrey Van Birliet de Nice a parlé d'endoscopie bariatrique. Initialement utilisées pour traiter les complications de la chirurgie bariatrique, ces procédures prennent de plus en plus de place. Elles assurent la préservation de l'organe, elles sont peu morbides et autorisent des gestes répétés. Elles sont de plusieurs types. La plus ancienne, c'est le ballon intragastrique qui occupe l'espace. Ensuite, les méthodes restrictives, c'est la sleeve gastrectomie endoscopique. Ensuite, celles qui jouent sur la fonctionnalité gastrique, aspiration gastrique, toxine botulique, pacemaker gastrique, qui ne paraissent pas très probantes. Enfin, les opérations métaboliques. Et là, c'est un axe prometteur. En effet, le but est de modifier l'axe neuro-hormonal duodénal en utilisant le resurfaçage de la muqueuse duodénale par radiofréquence et d'agir plus sur le diabète et la stéatose avec le NASH. Enfin, le bypass endoscopique est mis au point pas à pas. Jean-Luc Bouillot, la chirurgie classique reste encore très invasive, tout de même mutilante, avec une pathologie dont la composante psychologique est très importante. Ces techniques sont donc très intéressantes. Concernant la photoplicature, que faire lorsque les sutures lâchent? Au bout de 2 ans, un tiers des sutures lâchent effectivement. Les patients sont informés. Nous proposons une réintervention. Cette technique dure à peu près 1 heure. Philippe Topard, qui nous pardonne l'erreur d'orthographe, 1P. Quid de la principale complication chirurgicale de la sleeve chirurgicale qu'est le reflux? Ici, les chiffres présentés sont moins élevés. Comment ont été évalués vos patients? À quoi serait-ce lié selon vous? Au fait que la sleeve endoscopique, on ne prend pas le fondus, peut-être. Réponse, il s'agit d'évaluation avec des scores cliniques. Il faudra probablement réaliser des pH-métries dans les prochaines études. La calotte tubérositaire reste complètement libre dans la sleeve endoscopique, alors que dans la technique chirurgicale, la ligne d'agrafage remonte plus haut.
Marc Barthé, ces techniques peuvent être aussi envisagées chez des patients dont le BMI est entre 35 et 40 et elles peuvent aussi être discutées lorsqu'une reprise chirurgicale est envisagée. Jean-Michel Gonzalez de Marseille a parlé de l'endoscopie sous muqueuse. L'endoscopie en général a évolué vers des approches endopariétales et sous muqueuse. Elle peut être utilisée pour la résection de tumeurs superficielles et pour le traitement de troubles moteurs ésogastriques. La pérorale endoscopique myotomie, POEM, avec réalisation d'une tunnelisation sous la muqueuse, présente une efficacité supérieure à la dilatation et supérieure à l'intervention de Heller pour les atalasies de type 3. Elle est désormais à considérer comme traitement de première intention. Cette technique a été décrite pour la prise en charge des dysphagies post-fondoplicature également, ainsi que pour les diverticules épiphréniques avec une septotomie. Enfin, ont été décrites la poème gastrique pour les gastroparésies avec une myotomie du pylore, la prise en charge des torsions gastriques et au niveau rectal, la prise en charge de la maladie de Hirschsprung par sphinctérotomie. Hubert Joannet, le traitement des mégaésophages par POEM est-il validé en France par la HAS? Et par ailleurs, faites-vous une étude POEM versus Botox? Il est validé ou en cours de validation par les sociétés savantes, ce traitement, pas par la HAS, et une étude randomisée est en cours pour POEM contre Botox. Richard Villet, cette technique peut-elle être utilisée pour les sténoses du pylore? Elle n'a jamais été réalisée. On ne sait pas s'il y a un espace suffisant pour pouvoir passer ou s'il n'y a que de la fibrose, auquel cas il y aurait un grand risque, bien sûr, de perforation. Mathieu Pioche de Lyon a parlé des résections des tumeurs endoluminales, essentiellement sur le côlon rectal. Au moment de la résection endoscopique, l'opérateur n'a pas l'histologie. La biopsie simple n'est pas fiable. Il y a donc une première phase diagnostique nécessitant un endoscopiste expérimenté pour adapter la résection à la nature de la lésion. Les techniques utilisant coloration et agrandissement zoom permettent de déceler une néoplasie invasive qui se développe. Les différentes attitudes thérapeutiques sont l'abstention en cas de polype hyperplasique et les techniques de résection qui se pratiquent volontiers en milieu aqueux pour bénéficier de l'effet flottaison. Résection à l'anse, en bloc, piecemeal par morceau, en bloc R0 par dissection sous-muqueuse en portant toute la pièce. Désormais, seuls les adénocarcinomes invasifs devraient recourir à un traitement chirurgical. La constitution d'une classification visant à regrouper l'ensemble des critères est en cours. L'évolution ira probablement vers des prises en charge avec abord mixte, notamment pour l'ablation de ganglions sentinelles, ce qui est développé déjà au Japon. François Richard, avez-vous mis en place des programmes d'intelligence artificielle pour aider au diagnostic? Par ailleurs, en urologie, nous faisons toutes les résections sous courant d'eau, mais nous sommes dans un système clos. Comment faites-vous? Sur la détection des lésions, l'intelligence artificielle est déjà présente. Pour la caractérisation, elle est capable de séparer une lésion hyperplasique des autres catégories, mais par contre, la prédiction du degré d'invasion n'est pas encore obtenue, car il faut cibler la zone la plus agressive, et là, c'est l'œil exercé pour l'instant qui est essentiel. On tourne le patient, c'est un peu artisanal pour l'instant, et de nouvelles techniques apparaissent utilisant un gel. C'est mieux pour l'hémostase parce qu'on voit mieux les petites artères qui saignent. Jean-Luc Bouillot, concernant les lésions rectales, quels sont les critères d'accessibilité entre les endoscopistes et les chirurgiens qui utilisent la technique TEM par voie basse? Réponse, on n'a pas de limite de position de la dissection sous-muqueuse si ce n'est l'expérience. Le problème pour les deux techniques est de méconnaître une métastase ganglionnaire qui nécessite un traitement complémentaire. L'analyse d'une lésion invasive est meilleure tout de même avec l'endoscope souple, car l'endoscope rigide du TEM ne permet pas la même étude avec zoom et coloration. Hubert Joannet, comment repérer au mieux une lésion avant chirurgie? Réponse, préférer la pose de clip au tatouage avec scanner dans la foulée. Enfin, Marc Barthé a présenté le drainage biliopancréatique lorsque l'anatomie est modifiée. L'écho-endoscopie thérapeutique permet de traiter les patients ayant une anatomie modifiée et devient une alternative au drainage radiologique. Le succès dépasse 90% avec une morbidité malgré tout importante, au début surtout l'expérience qui peut atteindre 20%. Cette technique est réalisée en 2 temps. D'abord, on pose une prothèse permettant de réaliser la voie d'abord entre les voies biliaires et l'estomac. Puis, dans un deuxième temps, réalisation d'une dilatation avec éventuellement possibilité de pose de stent, double queue de cochon, et une cholangioscopie. Les indications sont les sténoses d'anastomose bilodigestive et les calculs intrahépatiques, y compris après chirurgie. Sont présentées aussi des techniques guidées sous écho-endoscopie, de gastro-gastrostomie ou d'anastomose gastro-jéjunale.
Question, Hubert Joannet. La fistule gastro-gastrique a tendance à se refermer spontanément ou non? Oui, dans plus de 2/3 des cas. François Richard, commentaire. Toutes ces techniques utilisent des instruments et des concepts que les urologues connaissent déjà bien. Les séparations arbitraires entre médecins et chirurgiens interventionnels doivent être dépassées dans l'avenir. La conclusion de Philippe Marr, séance extrêmement riche mettant en évidence les innovations endoscopiques, mais aussi les partenariats médico-chirurgicaux. Il faut retenir l'intervention de François Richard concernant la nécessité d'étudier les innovations à moyen et long terme par l'utilisation de registres afin de convaincre les partenaires institutionnels du bien fondé de certaines innovations. Le développement de l'interventionnel annonce une nouvelle ère. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Jean-Louis. Nous adoptons, sauf avis contraire de l'un d'entre vous, nous adoptons ton compte-rendu. Et je voudrais ajouter 3 choses. La première, c'est que l'Académie s'intéresse aux pratiques interventionnelles depuis au moins 5 ans et qu'elle admet dans ses rangs, au même titre que les interventionnels chirurgicaux, des interventionnels médicaux. La seconde observation que je voudrais faire, c'est que le développement de ces technologies très complexes, souvent très imaginatives, demande une formation. Il semblerait que cette formation soit essentiellement fondée sur le compagnonnage. Peut-être faudra-t-il envisager de l'intégrer dans les futures écoles de chirurgie. La troisième remarque que je voudrais faire, ces nouvelles techniques très imaginatives nécessitent de l'évaluation. Cette évaluation nécessite des registres et c'est la seule manière, comme je le dis dans la petite conclusion de Jean-Louis Béraud, c'est la seule manière de convaincre les institutionnels de prendre en charge correctement ces nouvelles procédures. Je vous remercie.